Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc, le Hughes Glomar Explorer quitte Chester en août 73. La première page des journaux est consacrée au départ. L'Explorer dépasse la Floride, les Caraïbes, la pointe de Calcanar, les îles situées au large de la Terre de Feu. Dans cette région où de nombreux navigateurs ont péri, la coque résiste à merveille aux assauts d'une mer déchaînée, évidemment. Comme elle n'était pas définitivement soudée, il fallait quand même néanmoins faire quelques réparations mineures, tout ça en temps réel. L'Explorer suit ensuite la côte pacifique de l'Amérique du Sud, après être passé au large du Pérou, de l'Amérique centrale, du Mexique et de la côte de Californie. Le navire de forage de Hughes arrive à destination le 30 septembre, exactement à l'heure prévue, après un voyage de 50 jours. C'est monstrueux. Mais tout est monstrueux, encore une fois, dans cette histoire. Le 15 octobre 1973, le Glomar Challenger parvient également à destination. À Honolulu, on l'équipe d'un compensateur, c'est le premier, vous savez, un compensateur de houle qui lui assurait une stabilité presque parfaite, même par gros temps, pendant le déroulement du forage. Il a parcouru 180 000, plus de 3/4 de la distance de la Terre à la Lune. Il a fait escale au moins une fois dans 42 ports différents. En application des accords signés entre l'Union soviétique et les États-Unis, il y avait un savant russe à bord du Challenger. Pour éviter que ce savant soit accidentellement mis au courant du projet Azorian et toujours désireuse de contrôler toutes les étapes de la mission secrète, la CIA va ordonner à Global Marine de créer une filiale qui aurait pour unique raison d'être la réalisation du projet. À partir de fin 72, Suma devient donc le symbole de la volonté d'Howard Hughes d'exploiter les gisements sous-marins. L'océanographe Cousteau va lire les articles concernant les projets de Hughes Glomar Explorer. En fait, il ne croyait pas qu'une telle entreprise soit réalisable, mais il a déclaré que Hughes avait tout de même une chance de réussir parce qu'il savait que le milliardaire n'investirait pas dans une mauvaise affaire. Donc même notre commandant Cousteau était au courant de l'opération, enfin en tout cas de la couverture. Pour protéger le secret du reste de l'opération aussi efficacement que la première partie, il fallait donc intensifier la campagne publicitaire. Vous voyez là, c'est un peu l'enfumage. Là, on peut revenir à une autre émission sur ces fortitudes. C'est enfumer, c'est donner plein d'informations pour noyer les gens, intéresser le public à Howard Hughes et à l'exploitation des gisements sous-marins. Et la comédie que va jouer la Suma Corporation et Global Marine, tout en poursuivant normalement les activités, est quand même un exemple type du travail d'équipe qu'exige la CIA, du travail de fausses informations. Je trouve ça extraordinaire. Donc les informations concernant le projet financé par Hughes étaient en théorie confidentielles, évidemment. Néanmoins, la Suma va autoriser ses concurrents à interroger ses responsables sur les techniques mises en œuvre dans un geste apparemment magnanime de coopération. On parlait aux visiteurs fascinés des pompes à vide, de la capacité des tubes et des propulseurs du bateau. On leur montre les plans de la péniche de stockage géante. Étant donné le goût habituel de Suma pour le secret, je trouve que cette profusion de renseignements aurait dû normalement éveiller les soupçons, mais les visiteurs se laissaient complètement bobiner sans sourciller et avaient l'impression, à travers ce projet, de plonger carrément dans l'avenir, parce que c'est le futur qu'il aurait montré là, qu'il aurait mis sous les yeux. De leur côté, les responsables chargés de la publicité vont prendre un malin plaisir à carrément exposer les techniques d'extraction à partir de structures qu'ils savaient destinées à un usage totalement différent. Et on prétend que l'équipage de 140 hommes, beaucoup plus important que ne l'exige le navire lui-même, comprend les techniciens chargés d'essayer le matériel de forage, de le modifier si nécessaire en temps réel. Les liens qui unissent Howard Hughes à la CIA sont tellement complexes qu'il faudrait là carrément une émission spéciale pour en parler, mais on peut quand même penser que personne n'en sait suffisamment pour se faire une idée assez précise. L'histoire de cette collaboration montre pourquoi elle a été aussi fructueuse et a donné à la mission toutes les chances de réussir. En fait, ça faisait, encore une fois, pas mal d'années que les entreprises de Hughes travaillaient pour le gouvernement. C'est pour ça qu'il était protégé. Dans l'ensemble, ces contrats avaient rapporté 2 millions de dollars par jour au cours des 10 années précédant le projet Azorian. Depuis longtemps, Hughes Aircraft, c'est le premier fournisseur de l'armée. Il a mis au point les technologies secrètes comme les satellites, les vaisseaux spatiaux de la NASA, des missiles air-air, des systèmes de défense
au sol pour le pacte atlantique, pour des pays comme le Japon et la Suisse, des radars tridimensionnels. Il a effectué pour des millions de dollars de recherche pour mettre au point une arme à base de laser. C'est le Elon Musk de l'époque, si vous voulez. Grâce aux commandes du gouvernement, Hughes Aircraft, Hughes Toolco, Air West Airlines et pas mal d'autres entreprises appartenant à Hughes vont connaître une croissance rapide. 82% du chiffre d'affaires de la Souma, par exemple, provient des contrats gouvernementaux. C'est vous dire les liens qu'il peut y avoir entre les deux. La direction de ces entreprises, comme celle de presque toutes les sociétés travaillant pour le gouvernement, ressemblait à s'y méprendre. Tout simplement à quoi ? Au bottin de la CIA, tout simplement. Quand l'IRS, l'Internal Revenue Service, et le Congrès vont chercher à savoir où allait l'argent de Hughes, les experts vont quand même admettre qu'ils n'avaient jamais été confrontés à une tâche aussi difficile. Faut savoir ça. Les circuits administratifs étaient tellement brouillés, même lorsque les documents existaient, qu'il était rigoureusement impossible de déterminer avec précision la structure financière de l'ensemble. Il aurait fallu trop de temps, trop de personnel pour s'attaquer sérieusement au problème. Donc, ils ont tous laissé tomber et c'est resté tel que. À l'automne 73, le projet Azorian est en bonne voie. Les responsables de la CIA espéraient être en mesure de faire une première tentative de récupération au cours de l'été suivant. La maîtrise avec laquelle avait été mis au point le plan de couverture était telle que le directeur s'est cru en mesure d'affirmer au président Nixon que l'opération serait carrément un succès total. Là, on est dans l'overpromising. Certains événements politiques, quand même, laissent présager la fin de l'administration Nixon. En novembre, vous avez un nouveau procureur, Jaworski, qui a été chargé d'enquêter sur le fameux scandale du Watergate. Les conditions d'une épreuve de force entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont été réunies. Le vice-président avait été contraint déjà à la démission. Une commission nommée par le Congrès commence l'enquête qui va conduire à l'impeachment du président des États-Unis. En décembre, Gerald Ford devient le 40e président des États-Unis. L'année 74 s'annonce donc riche en événements. La presse, uniquement bien sûr préoccupée par le Watergate, se désintéresse totalement du projet de Hughes. Le 15 janvier 1974, des remorqueurs vont conduire le HMB-1 jusqu'à l'île de Santa Catalina, située au large de la Californie, juste en face de Long Beach. Les journaux vont publier des photos de l'énorme péniche et lui accorder quand même la première page. Alors que les commentateurs se demandaient quelle quantité de minerais elle pouvait bien contenir, ses flancs cachaient en fait, vous le savez-vous, une fantastique installation ultra secrète. Ce que je vous propose, c'est que dans l'épisode 2, nous allons voir ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, vont-ils pouvoir aller chercher le navire ? Bon, je vous en ai un petit peu parlé dans l'introduction, évidemment, donc on se retrouve pour l'épisode 2, et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.